croire. Croire qui fait suite à dire, donc une série sur des verbes essentiels, et celui de croire qui suit dire poursuit le même pari, qui est un pari finalement de faire dialoguer les connaissances, de faire dialoguer les champs de savoir, à nouveau comme ce que le numéro précédent proposait également. Et donc dans ce numéro croire, plusieurs champs. Le champ d'abord de la psychanalyse lui-même, avec un article inédit de Jacques-Alain Miller sur l'Ungloben, c'est-à-dire l'incroyance. Donc on pourrait entrer aujourd'hui dans la présentation du numéro par présenter la croyance par le bout de l'incroyance, par l'Ungloben dont Jacques-Alain Miller tire le fil de Freud jusqu'à Lacan. Il repère d'abord chez Freud que l'Ungloben, c'est déjà ce qu'il rencontre lorsqu'il propose la psychanalyse, forme d'incroyance, et ensuite, dans la clinique même, le sérieux de l'Ungloben, par exemple, des enfants qui, avec l'incroyance, finalement, remettent en cause les dires des parents et prennent leur première indépendance. Alors après, l'Ungloben du névrosé, on la connaît bien, c'est celle de la castration, certaines incroyances aussi qu'il est mortel. Et ça nous amène à l'envers, à une référence qui est citée dans le texte de François Le Guil sur la certitude et la croyance dans le délire psychotique, et où il cite justement ce fameux passage de Lacan dans la conférence de Louvain en 1972, où il est dit que la mort est un acte de foi, et que est-ce qu'on supporterait cette histoire qu'est la vie, si on n'était pas sûr que ça allait finir. Et ensuite, il pose que à la fois le comble, alors on est sûr que ça va finir cette histoire, et pourtant la mort est un acte de foi, et en même temps, le pire, le comble du comble, c'est qu'on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr, et donc une réarticulation de la certitude, de la croyance et de la dimension de la foi dans cette question d'être mortel. Et donc on voit effectivement à la fois on est mortel, mais le névrosé en effet à la fois il dénie ça, il n'y croit pas, et en même temps c'est ça le côté il n'est pas sûr. Pas sûr que ça va finir, et on n'est pas sûr non plus, comme le dit François Le Guil dans son article à un moment, parce que on ne sait pas ce que c'est que la vie. Alors, toute cette articulation autour de foi, certitude, croyance, eh bien, est repris aussi dans un article d'Anaëlle Lebovitz-Kénéen qui revient sur une traduction, un passage de Descartes pour réarticuler finalement la dimension de qu'est-ce que c'est que cette intrusion de la pensée. Il y a un sapence finalement qui est premier et qui ensuite va donner naissance à un je suis, j'existe. Je pense, je suis, j'existe, mais qui fait suite, au fond, à un sapence. Et donc, à travers cette première exploration, en tout cas, d'un trio, croire, être sûr, douter, on a déjà des perspectives qui s'ouvrent et qui ensuite sont également abordées dans d'autres aspects, notamment au niveau si je reprends le texte sur l'Ungloben que Jacques-Alain Miller nous a proposé, eh bien, finalement, on a eu la première référence qui est la référence freudienne, et ensuite il s'intéresse à la spécificité de ce que Lacan va faire de l'Ungloben. Et il dit que la place qu'il donne à l'Ungloben, notamment dans la paranoïa, ça c'est vraiment une novation de Lacan, et ça montre aussi le rapport que Lacan entretenait à la lettre de Freud, un rapport critique. Alors cette dimension-là nous amène un autre aspect qui est celui de l'hérésie de Lacan par rapport à la pseudo-orthodoxie freudienne de ceux qui, à l'intérieur de l'international, ont surtout dévoyé la pensée de Freud et occupé cette place d'hérétique, ce que Jacques-Alain Miller définit comme étant le désir, ou en tout cas de la différence absolue. La différence absolue dans le désir du psychanalyste, eh bien ça a eu un prix que Lacan a payé, effectivement. Alors, maintenant, la dimension du dogme, eh bien, puisqu'on l'a abordé avec Lacan et son rapport à l'orthodoxie qui était tout sauf un rapport, en tout cas dogmatique au savoir, eh bien, cette question du dogme, elle est aussi attrapée à l'intérieur de la revue en ce qui concerne les monothéismes. Donc, question de la croyance et de la foi religieuse aujourd'hui, c'est-à-dire comment résonne finalement aujourd'hui la dimension de la croyance
dans la pluralité du régime de croyance et en même temps dans un moment où la religion, à la fois pour certaines, on parle de perte de vitesse. Daniel Hervieux-Léger, qui est sociologue, parle de la pluralité des modalités de croire et une explosion du croire face à une certaine faiblesse de la religion chrétienne. Autour de la religion chrétienne, on a un très beau témoignage de Pierre Manant aussi, qui a proposé une contribution, qui a répondu favorablement à l'invitation d'Ornicart. Et puis, deux autres contributions, l'une sur l'islam, une discussion avec Rémi Brague et son dernier ouvrage sur l'islam. Et de l'autre côté, eh bien, aussi un texte de David Lemler sur la place de la croyance, qui est pas centrale dans le judaïsme. Et alors, j'avais envie aussi de faire une petite parenthèse sur une contribution d'un historien avec qui on a fait un entretien, qui est Jean-Claude Schmitt, et qui, lui, pour le coup, nous a parlé d'une époque, le Moyen-Âge, qui est sa spécialité, qui est une époque où finalement la croyance est absolument omniprésente. Non seulement on croit très fort, on croit tout le temps, et tout fait signe de cette croyance. Et donc, voilà, en regard du constat sur les sociétés actuelles, tel que le propose celui de Daniel Hervieux-Léger, eh bien, ça donne en tout cas un contrepoint. Alors, au-delà de cette question religieuse, on a aussi suivi le fil de la croyance et du croire à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler en tout cas la civilisation. Croire dans la civilisation, ça a donné lieu à plusieurs contributions, l'une de François Hartog, l'historien qu'on a eu la chance d'entendre aux journées de l'école de la cause freudienne. Est-ce qu'on peut encore croire à l'histoire à l'heure de l'Anthropocène? C'est une des questions qu'il pose. Et puis, on a une linguiste qui s'est aussi interrogée sur la dimension de la croyance en la langue, dans le pouvoir de la langue. Est-ce que la langue assigne? Est-ce qu'elle n'assigne pas? Est-ce qu'elle nous amène, dans les mots qu'on prononce, à dominer, discriminer? Et donc, c'est des questions qu'elle pose à partir d'exemples très intéressants. Alors, peut-être ce tour d'horizon est-il tout à fait incomplet si on ne parle pas de la contribution aussi de Dan Arbib, qui est philosophe, et qui parle du rapport très subversif au dogme, qui était celui de Spinoza, et la manière dont il déclasse le dogme, de manière tout à fait inédite. Donc voilà pour un aperçu de cet Ornicart et de cette deuxième exploration de verbes du quotidien, on pourrait dire.